Aux nouvelles aires protégées, la multiplication par 3, moi je pense que ça concerne surtout donc les aires protégées de conservation non stricte, c'est-à-dire les catégories 5 et 6, où il y a une possibilité donc d'usage de la communauté de base, mais aussi pour d'autres usages. Même, je crois que l'extraction de certaines ressources naturelles non renouvelables sont permises dans certains cas. Mais je crois qu'il faut quand même essayer de bien définir. Pourquoi? Parce que le problème il y a 3 grands chantiers auxquels on fait face, pas seulement pour les aires protégées, mais pour le développement en général à Madagascar. C'est le manque de vision, la corruption, et l'autre, la décentralisation. Et le manque de vision dans l'aire protégée, c'est que pour nous, à cause de la pauvreté et tout est prioritaire. Et quand les grandes mines arrivent, on ne fait pas vraiment attention aux aires protégées, etc. Heureusement qu'il y a certains cas, comme ceux de Wisco par exemple, où on a réussi à arrêter l'extension de la mine dans les aires protégées jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer de se concerter et d'avoir des actions synergiques, comme le ministre l'avait dit tout à l'heure, pour pouvoir mener à bien la mise en place de ces aires protégées, mais définir les priorités du pays d'abord sur les ressources naturelles, si on le peut, et avoir une vision objective et multi-acteurs pour la mise en place de ces nouvelles aires protégées. Directeur exécutif de la Fondation pour les aires protégées, membre de l'Alliance Forecast à double titre parce que je suis membre de l'AIFM aussi. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre. On parle de législation environnementale et moi je pense que les premiers responsables, donc c'est le service, c'est le ministère. Donc on constate depuis un certain temps qu'il n'y a pas assez d'agents forestiers, alors que les forêts sont de plus en plus menacées. Il y a encore l'autre problème au niveau des aires protégées où les agents du MNP ne sont pas des OPG, donc ils ne peuvent pas venir ici. Il faut attendre donc les agents du service forestier qui sont déjà peu nombreux. Est-ce que si on regarde donc les problèmes d'une manière générale, comme c'est le ministère qui est le premier responsable, est-ce qu'il ne fallait pas étoffer le nombre des agents, des spécialistes pour protéger nos forêts, pour faire produire nos forêts? Parce que d'une manière générale, si on regarde par exemple la gendarmerie, il y a des postes avancés maintenant. Avant, il n'y avait que les brigades. Alors, dans les forêts, il y avait les triages forestiers avant, et maintenant, il n'y a que les cantonnements. Donc, on a reculé au point de vue couverture géographique, et je pense que si on n'arrive pas à combler cela, ce sera difficile de vraiment protéger nos forêts et faire produire nos forêts. Merci. Merci pour cette initiative de conférence. Donc, Désiré Azaf-Jazak, directeur du cabinet Coef Ressources et président des Amis du patrimoine de Madagascar. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voulais juste, on a dit notamment que la justice était loin du peuple, ou que le peuple était loin de la justice. Moi, je voulais dire qu'effectivement, en termes de communication, sensibilisation, c'était important aussi de bien expliquer ces choses-là. On a tous une vision un peu fantasmée de ces trafics de bois de rose, de ce pillage. Peu de gens savent par exemple que la forêt humide de l'Est est patrimoine mondial classé par l'UNESCO. À quoi ressemble, on ne sait pas à quoi ressemble un trafiquant, un policier sur place. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives et en tout cas d'images fortes qui puissent provoquer un électrochoc au niveau de la population, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, encore une fois, je voulais dire, et j'ai même l'impression qu'il y a plus d'images, de reportages sur le sujet à l'extérieur du pays que ici même, et nous, citadins, ou même les ruraux, ils ne savent pas vraiment, ils savent qu'il y a de l'argent qui se fait, mais il faut vraiment montrer ces réalités-là. Donc moi je voulais dire dans quel sens ça pouvait être fait, et comment le gouvernement, les dirigeants pouvaient travailler de concert avec la presse qui est ici présente d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a tout des tas d'efforts à mener évidemment avec la société civile. Voilà, merci. Ana Rasoul Farvet de Madagascar Biodiversity Partnership.
Merci pour ce forum qui est très informatif et instructif en même temps. En fait, j'ai deux questions. On a parlé de loi incitative et de loi restrictive. Moi, j'opte aussi sur les lois incitatives que vient de mentionner Monsieur le ministre tout à l'heure. Est-ce que nous pensons vraiment à inciter des opérateurs dans le respect de la loi? Parce que où se trouvent vraiment les intérêts? On parle maintenant de WAVES, donc la comptabilisation des richesses naturelles pour la richesse. On parle toujours que Madagascar est riche, mais les Malgaches sont pauvres. Où en sommes-nous sur les lois à propos de ça, à l'application de tout cela? Et l'accès et partage des avantages. On parle de restriction de chaînes spéciales et tribunal spécial. On va se spécialiser sur beaucoup de choses, mais je pense que c'est mieux si on fait profiter les gens qui sont autour des aires protégées. Là, c'est une question. La deuxième question, c'est on a parlé, qu'est-ce qui a vraiment changé sur le terrain? On en a parlé de ça tout à l'heure. Et où en sommes-nous? Que faisons-nous des pouvoirs en notre main pour arrêter les autorisations illégales? Parce que les chaînes spéciales, c'est après coup, ça. Les tribunaux spéciaux, c'est après coup. Mais avant, que faisons-nous? Nous allons enchaîner les réponses depuis la gauche en commençant par Monsieur le ministre et je vous demanderai d'être bref, 1 minute pour chacun pour les réponses, s'il vous plaît. Oui, il y avait une question qui parlait justement du statut des OPJ. Je pense qu'une des solutions déjà qu'on peut avancer, c'est la mise en place du brigade mixte d'enquête. Dans le cadre de mise en place du brigade mixte d'enquête, comme je disais tout à l'heure, à la police nationale, il y aura les gendarmeries, il y a aussi les agents forestiers. Certes, il y a vraiment une sorte d'anomalie, de manque au niveau des agents forestiers, au niveau de l'administration, mais comme vous savez, quand on fait des créations de postes budgétaires aussi, ça dépend encore une fois du budget. Il y a même un exemple frappant, c'est que nos agents n'ont même pas de tenue. Donc ils font des contrôles et tout ça en jeans et t-shirts. Donc même en termes d'effets dissuasifs, même aussi pour instaurer l'autorité de ces agents forestiers, normalement, ils doivent porter des tenues et en tant qu'officiers de police judiciaire, même, ils ont même le droit de porter des armes. Ça, c'est dans les textes malgaches, mais la dotation des armes, ça, depuis des dizaines d'années, ça n'existe plus. Il y a même des agents qui achètent leurs propres armes pour se défendre dans les fins fonds du sud de Madagascar. Par exemple, j'ai un agent qui a acheté son propre arme pour se protéger, pour faire aussi des contrôles. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore des efforts à faire. Parce que ne serait-ce que de se doter des tenues réglementées par rapport à ces agents-là, ça c'est un effort considérable à faire au niveau du ministère. Et encore une fois, c'est question de moyens. Mais je pense que la solution avancée dans le texte par rapport à la mise en place du brigade mixte d'enquête déjà va résoudre un peu ce problème. Ça doit se faire normalement et naturellement. De toute manière, auprès de toutes les juridictions, au parquet, il y a ce qu'on appelle le traitement en temps réel de tous les dossiers. Je pense que c'est une manière aussi pour les OPJ, plus particulièrement ceux qui sont affectés à ces genres de trafic, de faire des liaisons naturelles avec le parquet. La formation par rapport à la lecture des textes, c'est vrai. On avait essayé de faire tout ça, avant j'étais directeur de la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature et des greffes. On avait essayé, en ces temps-là, quand j'étais encore à l'école, justement d'organiser des ateliers, des séminaires, des formations pour les OPJ et les magistrats, et dans lesquels on avait discuté tous les problèmes, tous les obstacles qui pourraient, et toutes les solutions qu'on pourrait apporter. Donc je pense qu'il y a encore l'École nationale de la magistrature et des greffes en ce moment qui serait capable aussi de monter ces genres de formations ou ces genres de rencontres. Peut-être que c'est toujours le problème de moyens
qui pourraient se poser au niveau de l'École nationale de la magistrature et des greffes actuellement, parce qu'elles dépendent du ministère de la Justice. Existe-t-il un contrôle interne au niveau de la justice? Oui, si vous parlez des magistrats, il y a la direction générale de l'inspection, il y a aussi la direction de la promotion de l'intégrité, il y a aussi les contrôles effectués par les chefs de cour et les chefs de juridiction. Il y a aussi, de par la Constitution, le suivi, je mettrai entre guillemets le contrôle par l'Assemblée nationale. Il y a tout un arsenal de contrôle, mais je ne sais pas si chacun, de son côté, exerce de manière opportune leur responsabilité. Quid de l'effectivité du paiement de l'amende? Ça aussi, ça pose problème. Parce qu'il appartient à la justice, évidemment, de prononcer ces amendes, mais il n'appartient pas à la justice de récupérer ces amendes. Cela relève d'autres administrations. Et cela, effectivement, pose problème. Merci Madame Razaf Jakout. Monsieur Jean, des points à rajouter? Peut-être sur la question des bénéfices des communautés locales, je pense que c'est une question rhétorique. Bien entendu, s'ils ne tirent pas de bénéfices, il n'y a pas de motivation pour conserver les ressources naturelles. Mais peut-être sur ce point, il y a aussi un autre aspect. Tout à l'heure, je mentionnais plus les questions socio-économiques. Il y a aussi les questions, je crois, de foncier en termes de bénéfices. Par exemple, aujourd'hui, les transferts de gestion sont basés sur une délégation de gestion. Est-ce que c'est suffisant? C'est une question que j'ouvre un peu pour vraiment assurer cette motivation d'investir dans une gestion durable des ressources naturelles au niveau communautaire. Et sur la question sur les agents forestiers, j'ai un autre commentaire. En fait, effectivement, si on parle des aires protégées aujourd'hui, la police des aires protégées il n'y a pas, puisque l'organisme qui gère les parcs nationaux, comme Madagascar National Parks par exemple, n'ont pas encore cette autorité, et d'un autre côté, on n'a pas assez d'agents forestiers, et donc évidemment, en cas de braconnage, de ruée, comme on voyait sur la vidéo tout à l'heure, ça devient beaucoup plus difficile de maîtriser tout ça. Ça, c'est aussi une question qui a été sur la table pendant bien des années. Faut-il donner un pouvoir de police aux agents des parcs nationaux? Si vous avez visité des parcs nationaux à l'étranger, vous voyez les rangers des parcs, ce sont des gens bien formés, bien outillés, bien équipés, qui ont leur autorité. Et nous avons des parcs quand même très grands parfois, qui sont couverts par quelques agents qui doivent marcher à pied, en charrette. C'est difficile, donc, oui. Merci. Malheureusement, faute de temps, nous allons clore la séance de questions-réponses et aussi ce débat avant l'intervention de nos collègues de la presse. J'aimerais inviter nos 4 participants à dire un peu le mot de la fin. Si vous n'aviez qu'un message à formuler, quel serait-il très brièvement? Et honneur aux dames, je commence avec Madame Armi Sarasaf Jakout. Je terminerai mon intervention par des questions auxquelles j'invite l'assistance à y réfléchir. Premièrement, sommes-nous conscients que Madagascar est un pays nanti et béni de Dieu à cause de ses richesses naturelles? Alors, méritons-nous cette pauvreté? Méritons-nous de quémander pour pouvoir survivre? Deuxièmement, quand cesserions-nous de nous disculper et de nous lancer des pierres? Quand oserions-nous reconnaître: oui, moi aussi je suis responsable pour ne pas avoir fait ce que je devais faire et pour ne pas avoir fait ce que je pouvais faire? Troisièmement, quand pourrions-nous lever la tête et clamer au monde entier: oui, je suis malagasy et je suis fière de l'être? Merci. Merci beaucoup. Nani Ratsifan Jemanan. Merci. Moi, le message un peu que j'aimerais laisser, c'est
Madagascar, qu'est-ce que nous avons vraiment? Nous avons vraiment deux richesses, et nous, en tant qu'hommes et femmes malgaches, et puis notre nature. Je crois qu'il faut trouver la synergie entre ces deux richesses pour que nous puissions avancer. Je retiens aussi le mot synergie parce qu'il a été mentionné plusieurs fois par Monsieur le ministre, et je crois que nous devons tous répondre à cet appel de mieux travailler ensemble dans nos rôles respectifs, parce que nous sommes face à un problème que personne ne peut résoudre tout seul. Mais quand même, mon dernier mot, c'est aussi cet appel à lutter, à résoudre, solutionner cette impunité qui règne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est clé, qui, s'il est résolu, s'il est surmonté, pourra faire avancer beaucoup de choses. Merci. Merci. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'on parlait beaucoup de richesse de la biodiversité tout à l'heure, mais je pense qu'il y a point de richesse si on ne gère pas, on ne valorise pas convenablement et dans la bonne gouvernance ces richesses-là. On parlait beaucoup de menaces, on parlait de faiblesses. Je pense que pour transformer l'introduction dans le film de tout à l'heure, transformons le cauchemar en rêve et essayons de voir des opportunités, des avantages qu'on peut tirer de ces richesses-là. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises, notamment tout ce qui est sur l'aspect RED+, par exemple, sur tout ce qui est vente de carbone, qui peuvent bénéficier à la population locale, qui puissent tirer des revenus supplémentaires par rapport à ça. Il y a un intervenant tout à l'heure qui parlait de l'APA. On a des ressources génétiques et biologiques qui peuvent bénéficier aussi de la population locale, bénéficier même de Madagascar, parce que ce n'est pas uniquement les praticiens qui peuvent bénéficier de ces ressources-là, mais même les industries pharmaceutiques internationales, si on met les cadres légaux qu'il faut par rapport à tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut voir les opportunités, notamment aussi en termes d'écotourisme, c'est-à-dire essayons d'être positifs, essayons de transformer nos faiblesses en une opportunité pour qu'il y ait une gestion équitable et transparente de nos ressources naturelles. Merci. Merci beaucoup. Et le dernier mot sera pour l'AVG, le représentant de l'AVG, le président de l'AVG, qui est à l'initiative de cette conférence et que je tiens à féliciter pour ce débat enrichissant en tout cas. Le dernier mot est à vous. Merci Kay, et merci aussi pour la facilitation de qualité. Il y a 2 mois, au mois de janvier, l'Alliance Forecast, le syndicat des forestiers de l'administration et aussi l'association des ingénieurs forestiers de Madagascar ont effectué une conférence de presse dénonçant le manque de gouvernance au sein du ministère de l'Environnement, de l'Écologie, des Forêts et de la Mer, concernant l'inexistence de sanctions contre les contrevenants, la continuation encore des coupes et des exportations, même si c'est moindre, et l'inexistence de collaboration, le manque de collaboration avec les forestiers de l'administration, mais aussi le limogeage injustifié du directeur général des forêts. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour rapprocher les gens et les idées, bien que le public n'ait pas été informé, et l'Alliance Wargage est toujours prête à effacer le brouillard et à renouer le dialogue si seulement le ministre accepte de revisiter ces problématiques à travers nos collaborations de suggestions. Et d'ailleurs, c'est l'Alliance Wargage qui avait proposé depuis le début le triumvirat de la bonne gouvernance, qui est gouvernement, privé et société civile. Et on demande à tout à chacun, vous surtout, monsieur le ministre, à être, je ne fais pas de recommandations au ministre, plus homme d'État que politicien. Parce que l'homme d'État pense à la régénération future, le politicien pense à la prochaine élection et au prochain remaniement. Nous sommes, en principe, nous sommes
ce que nous faisons, mais pas ce que nous disons. Mais il faut dire que le président de la République joue un très grand rôle dans ce que nous sommes en train de dire, parce que les questions de justice inappropriée et de trafic, ça date depuis 6 ans maintenant et ça ne s'arrête pas. Il y a la ferme volonté du président de la République qu'il a exprimée dès qu'il a été mis au pouvoir. Il a exprimé ça le 5 février 2014, je crois, mais rien ne s'est accompli concrètement jusqu'à maintenant. Est-ce que l'ordre n'est pas suivi? Est-ce qu'il n'y a pas cette solidarité gouvernementale? Ou même, est-ce que le président ne s'écoute pas lui-même? Donc, nous restons fermes et nous croyons qu'il est vraiment possible d'éradiquer le trafic des ressources naturelles d'une manière synergique et collaborative. Ok, merci. Mais on a besoin, la solution ne devrait pas être venir de l'étranger. Ce sont les Malgaches qui sont les solutions. Travaillons tous ensemble, car ce ne sont ni les bailleurs de fonds, ni les ONG internationales, ni la justice étrangère qui va résoudre le problème.